Bonjour, bonsoir, chers amis, et bienvenue dans Ciné Melon, ou plutôt devrais-je dire pour cette fois Anime Melon, puisque nous allons parler du film d'animation Astérix, qui est sorti de mémoire à la fin des années 60, le premier de la série. Vous savez que Astérix, j'ai pas besoin de vous présenter Astérix, tout le monde voit plus ou moins de quoi il s'agit, le petit Gaulois moustachu, qui est presque un nain en fait, il est minuscule, mais il est très rusé, très habile et très fort quand il boit de la potion, accompagné du gros et grand Obélix. Alors c'est évidemment une BD à l'origine, et je crois que la BD est sortie au début des années 60, et en 67, voilà j'ai l'information, le premier film d'animation, dessin animé si vous préférez, est sorti au cinéma, s'appelle tout simplement Astérix le Gaulois. Bon, c'est plein de souvenirs qui vont remonter à la tête. Je fais cette émission moins dans une perspective, je dirais, de sérieux, d'analyste cinématographique, etc., que de vraiment l'idée c'est de se replonger dans nos bons et vieux souvenirs, un peu comme l'émission spéciale qu'on avait faite sur Noël, où on avait parlé de nos souvenirs d'enfance et nos films préférés de Noël avec Arnaud et Yann. Bon, là on est un peu dans le même délire. Alors Astérix, c'est déjà une musique. Tan 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 tan, tan 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 tan, tan 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 tan, tan 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 tan. Bon, ça vous dit quelque chose? Moi je sais que ça a bercé toute mon enfance. J'étais pas très dessin animé quand j'étais petit. Il y en a quelques-uns que j'aimais beaucoup, comme les Tortues Ninja, Nicky Larson, ou quelques dessins animés de long métrage, on va dire, sur des formats longs. Et Astérix en faisait partie, je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment un fan d'Astérix. J'aimais beaucoup Tintin, toutes les petits épisodes de Tintin là, qui passaient le matin, je crois, sur France 3. Il me semble que c'était des formats assez courts, 20, 30, 40 minutes peut-être maximum. Mais là, c'était de vrais films. Astérix, il y en a certains comme Astérix et Cléopâtre, ou Astérix chez les Bretons que j'ai dû voir, je sais pas, une dizaine de fois. Quand j'étais gosse, je focalisais vraiment sur certains trucs et je restais bloqué dessus, je sais pas pourquoi. Alors là, bon, j'ai choisi de parler du tout premier de la série puisque c'est celui qui a lancé les autres, mais c'est pas forcément le meilleur. Alors déjà une anecdote, bon, je sais pas si vous le savez, mais Astérix est le fruit de l'imagination de Goscinny et de Uderzo, Goscinny étant le scénariste et Uderzo est le dessinateur, l'illustrateur. Alors, première information, le premier film de la série, Astérix le Gaulois, dont je vais parler aujourd'hui, le dessinateur et le scénariste n'étaient pas au courant, et bien qu'il y avait une adaptation format ciné qui était prévue. Je ne sais pas pourquoi, mais les personnes qui avaient les droits, les éditeurs de la bande dessinée, ont fait ça un peu dans le dos des créateurs, et tout à coup le film est sorti, on leur a montré dans une projection privée, on les a mis devant le fait accompli, et ils n'étaient pas du tout satisfaits du résultat, pour une raison que j'ignore, parce que ma foi, le film ne me semble ni meilleur ni plus mauvais que les autres. Même si c'est vrai que l'épisode qui se passe en Égypte, Astérix et Cléopâtre, est particulièrement réussi. Mais dans ce premier, on va dire les deux créateurs premiers du personnage d'Astérix et de toute cette série de BD n'ont pas été partie intégrante de l'équipe technique, donc ils n'ont pas contribué à ce film. Alors, ils étaient si déçus du résultat que dans la foulée, il y avait deux autres films qui étaient prévus et qui avaient même été tournés, j'allais dire, qui avaient été dessinés et montés déjà. Et en fait, ils ont demandé la destruction de ces films. C'est-à-dire que ceux qui possédaient les droits d'auteur, les éditeurs, avaient choisi deux albums d'Astérix, en plus d'Astérix le Gaulois. Ils les avaient mis en image avec une équipe, et quand Uderzo et Goscinny ont vu ça, ils ont dit non, 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 vous détruisez les bandes, et on en fait un, nous, à notre sauce. Donc vous voyez à quel point ils étaient pas contents. Alors je sais pas si c'était de l'orgueil, ou si vraiment ils avaient des prétentions spéciales. Je dois vous dire que bon, c'est difficile pour moi de voir la différence technique, alors ça j'en parle même pas, mais même en termes de contenu entre deux dessins animés, ça reste quand même des choses un peu pour enfants, mais enfin ils étaient pas contents, ils ont ordonné cette destruction, et sur le film suivant, Astérix
je me souviens plus le titre, mais Astérix et Cléopâtre, celui qui se passe en Égypte et qui raconte l'histoire entre Jules César, Cléopâtre et la construction des pyramides. Eh bien, là, les deux créateurs principaux étaient de la partie. Alors une autre information sur Goscinny, je crois qu'il s'appelle René Goscinny. Alors là, accrochez-vous, hein, parce que je sais que je parle à des fafounés, je parle à des nationalistes. Alors là, il y a peut-être des gens qui vont commencer à se pendre à des lustres, hein. Il faut savoir un truc sur René Goscinny, c'est que René Goscinny est juif. Pin, pin, pin. Eh oui, moi je te nique ta vie, je te nique ton enfance. C'est comme ça que ça se passe. Il faut le dire, je l'ai découvert il y a peu de temps. Et si vous ne me croyez pas, vous allez sur la page Wikipédia de René Goscinny, c'est inscrit. Il est issu d'une famille de confession juive de Pologne, Pologne-Ukraine. Alors voilà, bon bah c'est intéressant à signaler, c'est-à-dire que on le sait, hein, à la marge, un individu qui n'est pas issu d'une culture donnée peut tout de même en faire une représentation, une, un résumé, une synthèse aussi bonne qu'un membre à part entière de la communauté. À la marge, c'est possible. Attention, je suis pas en train de changer de bord politique, je suis pas en train de vous dire super le métissage, l'assimilation et tout le tralala, mais voilà, quelqu'un qui adore je sais pas, un Européen qui vénère et qui admire et qui connaît par cœur la culture japonaise pourrait peut-être écrire un très très bon livre, un très très bon roman qui parle de samouraï ou de culture japonaise, sans l'être lui-même, sans être japonais lui-même. Eh bien, voilà, Goscinny s'est imprégné complètement de la culture française. Il est né en France, hein, faut dire que ça aide, et il a livré une excellente synthèse de ce qu'est l'esprit français à destination de la jeunesse. Voilà, c'est-à-dire vraiment, on ne peut pas, là pour le coup. C'est un peu comme Éric Zemmour en politique. On peut pas dire que ce soit un membre de la communauté juive nuisible à notre peuple. Au contraire, c'est quelqu'un qui a vraiment rendu hommage à la particularité de l'esprit, de la gouaille et de la sympathie française. Il faut quand même reconnaître un talent à certains juifs créatifs, notamment les artistes de cinéma, c'est que ce sont de très bons synthétiseurs, c'est-à-dire que lorsqu'ils comprennent l'esprit d'une époque, d'un âge donné ou bien d'une civilisation, ils arrivent assez bien dans des œuvres artistiques, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, à en comment dirais-je, en exprimer la substance. Par exemple, quand vous regardez un film comme Barry Lyndon de Stanley Kubrick qui était juif lui-même, vous ne vous dites pas tiens c'est un juif qui fait un film sur l'histoire de l'Europe et notamment sur l'histoire du 18e ou 18e siècle. Vous n'avez pas vraiment cette sensation. Enfin, moi, je n'ai pas cette sensation du tout quand je vois Barry Lyndon. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple parce que Kubrick est vraiment un juif ashkénaze très très européanisé sur le plan culturel. Mais globalement, il y a cette qualité de ne, comment dirais-je, d'arriver à s'imprégner des particularités, des singularités d'une culture et de la retranscrire. En fait, ce sont des très bons observateurs. Voilà. Je pense que Goscinny a ce talent de compilation qu'il a réussi à mettre au service de sa création Astérix, hein, qui est son chef-d'œuvre. Je crois qu'il a collaboré aussi à d'autres BD comme Lucky Luke. Il est également à l'origine d'Is No Good, donc vous voyez c'est un créateur énorme hein, pour ceux qui aiment la BD. Moi je sais que je suis pas un grand fan, mais enfin c'est quelqu'un d'importance. Alors j'ai fredonné la petite chanson qui apparaît enfin qu'on entend dans tous les films d'Astérix et qui est vraiment mémorable. Et puis il y a aussi cette fameuse formule, vous savez, quelle est la particularité du village où réside Astérix? Eh bien, toute la Gaule est occupée. Toute la Gaule, non. Car une région a résisté victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. Et oui, c'est cette petite région, et quand on voit la petite carte, j'avais oublié, mais il situe ce village de résistance d'Astérix en Armorique, qui est l'actuelle Bretagne. Alors, Bretagne représente, là, tous nos amis bretons vont être en ébullition en se rappelant cela. Donc je sais pas pourquoi ils ont placé ça là, mais bon, c'est amusant d'imaginer que j'ai toujours trouvé ça drôle.
cette idée que un empire puisse tout cramer sur son passage et tout faire sien, sauf un minuscule petit village. D'ailleurs, j'y reviendrai peut-être un peu après, mais déjà quand j'étais petit, je me demandais, je me disais, mais il y a quand même une incohérence dans tout ça, c'est qu'ils ont une potion qui leur permettrait de dominer l'univers entier, et eux, ce qui les intéresse, c'est rester dans leur petit coin de forêt pour bouffer du sanglier dans leur village. Je me disais, bon, quand même, ça manque singulièrement d'ambition, tout ça. Parce que si cette potion existait vraiment, je suis pas sûr que les Gaulois emboîtent des gens très sympathiques, très gentils, qui ne veulent pas faire forcément du mal aux autres. Quand on a une supériorité telle, en général, on écrase les autres. On ne se contente pas de résister dans son petit coin sans embêter personne. Enfin bon, ça c'est une remarque, hein. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc l'histoire du film, je vais pas non plus faire une analyse sémiologique d'un dessin animé Astérix le Gaulois, hein. Faut pas abuser. Mais les grandes lignes. Donc on nous présente les personnages d'Astérix, Obélix, Panoramix le druide, hein, qui est celui qui prépare la potion. Il y a toute une galerie de personnages haut en couleur. Il y a également le chef de la tribu qui est toujours porté par deux hommes il est toujours debout sur un bouclier qui est porté par deux hommes, deux grands gaillards. Abracorsix, le chef de la tribu. Il y a aussi Assurance Tourix, rappelez-vous, c'est le musicien qui joue extrêmement mal de la lyre ou d'une petite harpe, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc chacun fuit en courant lorsqu'il commence à jouer ses morceaux, c'est amusant. Donc voilà, toute cette galerie de personnages je vous ai présenté assez rapidement. Il faut dire que dans cet épisode, qui s'appelle Astérix le Gaulois, il est bien titré parce que Obélix est assez en retrait, hein. À partir de la moitié du film, on ne le voit presque plus. Par ailleurs, je n'ai pas souvenir, là j'ai vu le film il y a 2-3 jours, je n'ai pas souvenir d'avoir vu le chien d'Astérix. Je sais pas, il était peut-être dur à animer, mais en tout cas, idée fixe, il a pas une place. Je me souviens pas l'avoir vu, c'est très simple, peut-être au début du film, mais il n'a pas de place particulière sinon dans le film. Alors qu'est-ce qui lance le récit à proprement parler? Les Romains encerclent ce village gaulois très mystérieux qui résiste comme un beau diable, et dès le début en fait on peut considérer que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que les Romains essayent d'arriver dans cette zone, et puis en fait Astérix et sa bande ils sont tellement forts que les Romains butent toujours contre eux, et donc en fait ils sont là mais ils vaquent à leurs occupations et ils n'essayent même plus en fait dès le début du film c'est comme ça en fait, les Romains ont une trouille bleue des Gaulois. D'ailleurs, dans la première scène où on découvre Astérix en train de gambader dans la forêt, il tombe sur des Romains par hasard, et en fait il les expose un par un. Donc dès le début, on sait, les Romains le connaissent, et ils ont tout de suite compris que c'était lui et qu'il fallait pas trop l'emmerder. Mais de toute façon, une fois qu'il est lancé Astérix, vous pouvez rien faire, hein. Clash bim boum, vous finissez contre un arbre, un coup de poing, et puis vous volez en l'air à 30 mètres au-dessus du sol. Bon, c'est des conneries, mais voilà. C'est l'effet de la potion magique. Alors une chose très drôle, lorsque on découvre Astérix, là au bout de 5 minutes, il est dans cette forêt, je vous dis, et derrière un arbre se cachent des Romains, et lorsqu'il passe devant cet arbre, il renifle, il y a sa petite moustache qui remue, il fait « ça sent le Romain ». Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais finalement, si on faisait un Astérix aujourd'hui, un Astérix Natio, on pourrait faire Astérix à Marseille, hein, on l'adapterait à l'histoire de notre époque, de notre temps, et on pourrait voir un Astérix qui gambaderait comme ça entre des tours HLM, et puis tout à coup, il passe derrière une tour comme ça, et puis il sent l'air putride du coin, et il dirait « ça sent le maghrébin ». Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Est-ce que vous pensez qu'un producteur serait susceptible de l'acheter? Ah ben c'est à vendre, hein. C'est un concept. Si vous êtes intéressé, je peux vendre mon idée. Donc bon, c'est quand même assez caractéristique d'une époque où on pouvait dire ce genre de choses. Ça sent le romain, c'est quand même fort comme truc. Je veux dire, le romain, c'est l'italien de l'époque, hein. C'est comme s'il disait ça sent le rital, ça sent le spaghetti, quoi. Enfin, c'est assez, je trouve que c'est assez fort comme formulation. Donc alors il les étrille et ces Romains rentrent au camp
d'ailleurs qui s'appelle Petit Bonhomme. Petit Bonhomme, vous savez qu'à l'époque, il y a beaucoup de noms de villes qui se terminaient par Oum. Alors bon, il y a plein de jeux de mots comme ça, c'est comme ça dans toutes les BD d'Astérix, c'est assez amusant. Donc voilà, ils arrivent, ils ont tous du sparadrap sur la gueule, etc. Et le chef, le petit chef romain de là-bas se dit, il y en a marre, il faut qu'on fasse quelque chose contre ces Gaulois. Et alors là, c'est le début de l'histoire, j'y arrive enfin. Il se dit, bon bah ce qu'on va faire, c'est que on va grimer un de nos légionnaires, un de nos soldats romains en Gaulois. On va l'envoyer dans le village d'Astérix en le faisant passer pour un Gaulois. Et là-bas, enfin, dans le secret des dieux gaulois, il pourra comprendre voilà quel est leur secret. Alors ils le font, voilà, ils prennent le plus minus, celui qui ressemble le plus à un Gaulois peut-être. Ah ben non, je dis une connerie. Pour déterminer qui ira dans le village gaulois, parce que tout le monde a peur, tout le monde se glagla la bretelle en fait. Ils font un jeu de chaise musicale pour savoir quel soldat aura l'honneur d'éventuellement se faire dérouiller par des Gaulois, par ces Gaulois qui résistent et qui sont capables de tout. Alors donc ça tombe sur un pauvre bonhomme et ils usent d'un stratagème, c'est que ils l'enchaînent et puis ils vont en forêt en se rapprochant du village d'Astérix en faisant croire que c'est un prisonnier gaulois qu'ils ont réussi à récupérer. Donc les Romains qui font ça savent très bien qu'à un moment donné Astérix va leur tomber dessus, Astérix et ses amis et les casser en deux, et c'est exactement ce qui se passe. Astérix et Obélix étaient en train de se balader en sifflotant, et ils sont tombés sur les Romains, ils sont tombés dans le panneau également, c'est-à-dire qu'ils ont cru que ce Romain grimé en Gaulois était bien Gaulois, donc bon bah ils font qu'une bouchée des 4-5 Romains qui entouraient ce faux Gaulois, et puis bah, ils se prennent d'amitié pour lui, et puis ils le ramènent au village. Donc voilà, donc le cheval de Troie a fonctionné en quelque sorte. À ce moment-là, on est à 15 ou 20 minutes de film, le film dure 1 heure 5. C'est pas que c'est de la grande qualité, évidemment, ça s'adresse aux enfants, mais ça s'adresse aux enfants qu'on est encore par certains aspects. Ça s'adresse à nos, c'est intéressant de revoir ce film parce que ça réveille un peu nos souvenirs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que même si, bon, évidemment, un gosse est plié de rire quand il voit ce genre de choses, nous on regarde ça avec un petit sourire euh, vaguement amusé, mais je veux dire, c'est marrant 5 minutes. Et des bras qui font des tours à 360 degrés pour envoyer des Romains dans la Lune. Bon, voilà, c'est vaguement comique, mais c'est débile, c'est enfantin. Par contre, ce qui est agréable, c'est l'atmosphère qui se dégage. C'est très positif. Il y a une ambiance très, très camarade. Vous voyez, quand Astérix et Obélix se baladent, ils sont joyeux. C'est très gai. Enfin, ça fait du bien de voir ça à notre époque. Et puis il y a aussi cette valorisation du combat pour le combat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Astérix dit j'aimerais bien une bonne bagarre. C'est-à-dire que à force de ne pas avoir d'ennemis à leur mesure, eh ben ils se font chier. Ils disent oh là là, et ça c'est vraiment l'esprit païen, l'esprit gaulois d'autrefois. Vous savez que chez les Nordiques par exemple, le Valhalla c'est le paradis, et le paradis des païens c'est un endroit où tu te fous sur la gueule jusqu'à la fin des temps quoi. Donc bon, si les blancs avaient encore cet esprit-là aujourd'hui, je crois qu'on aurait vraiment mis à genoux la terre entière. Bon, c'était une petite parenthèse. Alors le faux gaulois et le vrai romain en fait est entré dans le village. Il est très bien traité par Astérix et Obélix qui essaye de lui faire goûter du sanglier, mais lui il tient vraiment à rencontrer la personne. Enfin, il tient à connaître le secret parce que à ce moment-là les Romains ne savent même pas qu'il s'agit d'une potion. Alors bon, il insiste, et puis voilà, il se fait passer pour un Gaulois qui vient de Lutèce, c'est-à-dire c'est Paris en fait, Lutèce. Il leur dit mais je peux pas rentrer si j'ai pas votre, je risque de me faire matraquer par les Romains si une nouvelle fois je tombe dans leur filet. Donc j'ai besoin de la force qui est la vôtre. Donnez-moi votre secret. Alors un peu à contre-cœur, Astérix va prévenir Panoramix, qui au départ il rechigne un peu. Hein, les recettes de vieille grand-mère doivent rester
eh bien à la grand-mère, c'est-à-dire voilà, il y a des secrets qui restent dans la famille et qui doivent pas en sortir. La tribu, c'est la famille au sens élargi, et Panoramix finalement va s'en mordre les doigts de donner cette potion à ce type qu'ils ont pris pour un Gaulois. Donc effectivement, ils le préparent, ils préparent la potion, ils en donnent à tout le village, et en particulier à ce Romain déguisé en Gaulois, qui tout à coup se découvre une force surhumaine, il n'y croit pas trop, mais il soulève un rocher. Évidemment, bon, bah, c'est des trucs un peu... De toute façon, il nous montre bien que cette force-là est galactique. Hein. Alors on voit que avec cette potion, on peut couper du bois rien qu'avec sa main. Avec la tranche de sa main, hop, la main devient une scie. On peut porter un menhir avec une seule main, comme le fait Obélix ou d'autres dans le village. Enfin bon, c'est grotesque, mais ça fonctionne. Et alors, donc ils sont tous contents, voilà. Le Romain découvre cette force surhumaine, il se dit mais c'est génial, il est dans une allégresse folle. Et puis la journée se termine par des festivités. C'est souvent comme ça que ça se termine chez les Gaulois et chez les Français toujours aujourd'hui. On a encore gardé cet esprit-là, je dois dire. Donc ils dansent. Il y a une petite danse qui m'a fait penser dans la musique. Je sais pas, ça m'a fait penser un peu à la musique des bayous de Louisiane ou du Canada, quoi. C'est très jovial. C'est du violon paysan en quelque sorte. Et donc ils dansent entre hommes. D'ailleurs, je dois dire que dans le film, je ne crois pas avoir vu une seule femme. C'est assez amusant. On est vraiment dans de la camaraderie très masculine pour l'instant. En tout cas dans ce premier épisode. Alors ils dansent les mains derrière le dos, une espèce de gigue, c'est assez amusant. Et à un moment donné dans la danse, il s'agit de se tirer la moustache. Et lorsque Astérix tire la moustache de ce faux Gaulois, eh bien elle lui reste dans les mains. Et là, bah, il comprend qu'en fait il s'agit d'un Romain. Sous l'effet de la potion, le Romain a encore la force de déguerpir, donc il fuit en courant. Vous savez que la potion non seulement vous rend plus fort, mais elle vous rend plus rapide. C'est des trucs à savoir sur la potion des Gaulois, je suis désolé, il faut être précis. Donc il fuit en courant, en mode Flash Gordon, et Panoramix dit à Astérix c'est pas la peine d'aller le chercher, parce que il va au moins aussi vite que toi, donc tu pourras pas le rattraper, tant que l'effet de la potion c'est pas résorbé. Le Romain retourne au camp romain, il explique qu'en fait le secret c'est une potion, et que finalement il est pas assez, c'est un profane, il ne sait pas comment faire cette potion, mais si le général Bonus, je crois qu'il s'appelle Caius Bonus, et ses hommes arrivent à mettre la main sur le druide, la personne qui fait cette potion, là, voilà, les Romains auront gagné, et on verra qu'il y a même un projet un peu plus important derrière ça. Alors, je vous la fais courte, les Romains arrivent à choper Panoramix qui était en train de cueillir du gui dans la forêt, ils l'amènent à leur camp, et ils essayent de le torturer pour obtenir sa recette. Alors là, on voit toute la bienveillance qu'il y avait à cette époque, parce que quand on parle de torture, il s'agit de quoi? Dans un dessin animé d'aujourd'hui, on pourrait peut-être avoir, alors ça dépend à qui le dessin animé s'adresse, mais il m'arrive de voir des dessins animés qui, donc par essence, c'est censé se destiner à des enfants, un dessin animé. Et moi je vois des dessins animés qui sont soit obscènes, vulgaires, grossiers, soit, on va dire, qui mettent la conscience de la mort, enfin qui n'ont aucun problème avec la conscience de la mort. C'est-à-dire que parfois des personnages meurent réellement, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus là et on explique la mort. Et je trouve que pour un gosse, ce n'est pas forcément nécessaire, et c'est pas pour ça qu'on emmène un gosse au cinéma. Dans les films comme ceux d'Astérix, il ne s'agit pas de mort. Vous voyez, en tout cas pas dans celui-là. Donc de la même manière, je me suis pas très bien expliqué, mais quand on parle de scènes de torture, par exemple, c'est drôle parce que pour protéger l'esprit des enfants de l'époque, eh bien, on montrait pas même 2 secondes un Panoramix en train de se faire battre à coups de fouet ou je ne sais quelle horreur. On le montre en train de se faire chatouiller les doigts de pied, vous comprenez? La torture mignonne. Pensez bien que les Romains, ils étaient pas dans ce genre de torture, hein. Ils allaient beaucoup plus loin que ça. C'est pas ça qu'on appelle la torture, même si psychologiquement, si vous ne supportez pas les chatouilles, ce qui est mon cas, révélation sur moi, eh bien effectivement ça peut être quelque chose
d'assez détestable. Mais bon, voilà ce qu'ils appellent torture. Alors évidemment, lui c'est un sage, hein, c'est un druide, donc il ne se laisse pas, abattre. Ça lui fait ni chaud ni froid. Il reste tranquille. Le chatouillage ne le dérange pas plus que ça, et il ne livre pas sa recette. Pendant ce temps, au village, on s'inquiète de la disparition de Panoramix, notamment Astérix. Alors, il décide d'aller partir à sa recherche. Obélix lui fait remarquer que l'effet de la potion est bientôt terminé pour lui, et que donc, Astérix c'est un mec normal hein, quand il ne boit pas la potion. Contrairement à Obélix qui est tombé dedans, ça je vous apprends rien, hein. Vous avez tous vu au moins une fois un épisode d'Astérix. Donc Obélix lui n'a pas besoin de boire de potion, il est à vie en fait. Il est tombé dedans quand il est dans la marmite quand il était petit, donc il n'a plus besoin de goûter à ça, ce qui n'est pas le cas de tous les autres et notamment d'Astérix. Mais c'est un des enseignements du film, quelque chose qu'on veut transmettre parce qu'il y a quand même un côté pédagogique hein, dans ce genre de film, hein, qui s'adresse aux enfants. Panoramix le lui avait dit plus tôt, mais Astérix là, se le dit en lui-même. Sa ruse et sa roublardise suffiront à lui permettre d'atteindre tous ses objectifs. Donc c'est une belle leçon de vie. Il part comme ça bille en tête à la recherche de Panoramix. Il tombe sur un marchand de bœufs. Pareil, dans tous ces films, il y a toujours une petite chanson au milieu du film en général. Celle de l'épisode avec Cléopâtre est mémorable lorsqu'il prépare. Là, donc c'est un marchand de bœufs. Alors attention, je dis bœufs au pluriel. Hein. Je parle de bœuf. Je parle pas de bœufs. La drogue, vous comprenez hein. On appelle ça la bœuf, ce qu'on appelle le tamien à Paris, dans le sud de la France on appelle plutôt ça la bœuf. Donc il s'agit pas de ça, hein, vous imaginez bien, il s'agit d'autre chose, il s'agit des vrais bœufs, des animaux. Et donc il tombe sur ce marchand et il lui dit est-ce que tu aurais pas vu un druide gambader quelque part. Alors le marchand est très stupide, hein, il s'illustre vraiment par sa... À la fois, il est déprimé parce qu'il n'arrive pas à vendre son foin et ses bœufs, et en même temps, il est d'une imbécilité assez remarquable. Alors finalement, il lui dit, bah oui, je l'ai vu en fait, c'est les Romains qui l'ont amené, voilà, j'ai pas compris, donc en fait, il n'y a rien à comprendre si ce n'est que Panoramix s'est fait enlever par les Romains. Astérix insiste, avec le marchand de bœufs, ils retournent, ils arrivent dans le camp romain, plus exactement. Et là, c'est la deuxième partie du film qui commence, où il essaye de délivrer Panoramix. Et évidemment, comme il n'est plus sous l'effet de la potion, il est obligé d'utiliser sa ruse. De nuit, il rentre dans la pièce où se trouve Panoramix. Les soldats s'en rendent compte, ils préviennent le chef Caius Bonus, et tout le monde se pointe devant la tente, en ayant une peur bleue que ce Gaulois les mette tous en miettes, bien sûr. Et Astérix joue de cette peur que les Romains ont de lui finalement. Alors ils élaborent un stratagème avec Panoramix pour essayer de s'en sortir. Nous le spectateur n'est pas au courant, on attend de comprendre. Astérix sort de la tente pour se rendre auprès des autres Romains, mais on imagine bien qu'il a une autre idée derrière la tête. Et là on voit vraiment la peur. Alors bon, là c'est vraiment du chauvinisme pur, c'est-à-dire que les rôles sont inversés. Il faut quand même pas oublier qu'à niveau historique, c'est quand même les Romains qui ont dérouillé les Gaulois, et pas le contraire. Là, les Romains passent pour des pleutres, des mecs faibles, féminisés, stupides, et qui ont peur d'un Gaulois qui frappe de toutes ses forces. Bon, c'est un peu ridicule, ça ne renvoie à rien de réel. Enfin, c'est un film, hein, et ça vante l'amour de la France quand même, hein, parce que la Gaule c'est quoi? C'est l'ancienne France. Donc ce chauvinisme est tout de même à saluer. Alors Astérix se rend. Alors maintenant, Caius Bonus est très content parce que il a chopé les deux Gaulois, là, ça peut pas être mieux. Et il leur dit, mais donnez-moi cette recette. Encore une fois, on essaie de faire croire qu'on va faire torturer Astérix. Là, pour le coup, on voit des vrais instruments de torture. Mais avant même que ça commence, Astérix fait semblant de pleurer et de se plaindre, etc. Et Panoramix dit, non, je ne supporte pas, je ne veux pas qu'il soit torturé, je vais vous donner la recette. De ma potion magique. Alors vous imaginez bien qu'il ne va pas donner la vraie recette de la potion magique. Alors là, il y a toute une série de scènes amusantes où il essaie de ridiculiser les Romains. Il se balade dans toute la forêt pour chercher des ingrédients. Il fait exprès de marcher très longtemps pour fatiguer les soldats qui l'accompagnent.
Donc c'est voilà. Quand il revient, il dit à Caius Bonus, ah j'ai oublié, j'ai besoin de fraises. C'est vraiment nécessaire pour la formule. Alors que c'est pas la saison des fraises, alors tout le monde s'arrache les cheveux pour savoir où trouver des fraises. Là, il y a ce côté encore, ce poulidorisme, excusez-moi, très français, c'est-à-dire ce côté où les petits, en l'occurrence les Gaulois, parce qu'il faut pas oublier que c'est un village qui résiste, hein, toute la Gaule est envahie de Romains, donc les Romains sont les vainqueurs, et il y a ce côté, en fait, le numéro 2 qui envoie des crottes de nez à la face du numéro 1 et qui rigole des puissants, vous voyez. Donc il y a vraiment cet esprit-là dans revanchard, qui est très franchouille en fait dans Astérix, et qui ressort dès le premier film. Alors voilà, donc ils ont un mal fou à trouver des fraises. Quand ils en trouvent 3-4 pour les narguer, Panoramix les mange devant le général en disant c'est très bon, maintenant il faut m'en ramener plus. Donc le général est au point de péter un plomb. Voilà, bref, donc ils finissent par faire cette fausse potion. Et les Romains donc sont un petit peu méfiants, mais ils finissent par l'ingurgiter. J'ai oublié de dire aussi un des ressorts de l'intrigue, c'est que bien sûr on nous montre que les Romains sont ambitieux, contrairement aux Gaulois. Et ça c'est quand même une importance que je voulais signaler. Peut-être la différence effectivement entre le chauvinisme et c'est-à-dire le fait de rester dans son petit coin et d'être fier de son petit village et la volonté d'empire et de conquête. On voit que les Romains sont des ambitieux. Le but de Caius Bonus, c'est de découvrir la formule de la potion magique afin de prendre la place de Jules César lui-même et donc de dominer le monde, hein, parce qu'à l'époque le monde romain c'était le monde entier d'une certaine manière. Donc là il y a vraiment une insistance là-dessus. On voit qu'Astérix tend l'oreille et comprend qu'en fait tous ces Romains, la seule chose qu'ils veulent c'est être calife à la place du calife, plus exactement être César à la place de César. Bon voilà, encore une fois, ça c'est un esprit français que j'aime connaître, que j'aime voir à l'œuvre. Je trouve ça mignon, mais c'est pas du tout ça qui m'habite, hein. Moi je suis vraiment c'est pour ça que je me suis toujours plus senti attiré par les fascismes empiriques qui ont voulu construire un empire, voilà, les épopées de Jules César, Napoléon, etc., que par les petites histoires de résistance. Parce que finalement, ces Gaulois ont cette potion incroyable, mais ils l'utilisent pas pour le bien commun. Ils essayent même pas d'aider leurs camarades Gaulois qui ont été envahis dans leurs autres villages. Tant qu'il leur reste leur village à eux, ils sont très contents. Et ça en dit beaucoup quand même de l'esprit français, cet esprit de chapelle, qui fait que finalement, tant qu'on a sa petite chapelle, même si on est 30, on est content et on vit sa vie en sifflotant. Voilà quoi. Donc on n'utilise pas pour bien commun ni pour conquérir le monde, ce qui n'est pas le cas des Romains, qui sont montrés comme des cyniques ambitieux. Mais bon, moi je trouve que c'est une erreur. Bon là c'est vraiment une parenthèse que je fais, mais c'est une erreur de diaboliser l'ambition, parce que c'est l'ambition qui permet d'accomplir de grandes choses. Alors j'en reviens à la chronologie du film. Ils ingurgitent toute cette potion, ils se précipitent, surtout que par la sagacité d'Astérix, ils ont vraiment cru que ça avait marché. Ils avaient pris un cobaye à qui ils ont donné, c'est le marchand de bœufs, ils lui ont fait boire de la potion et ils lui ont fait frapper Astérix parce qu'ils sont tous effrayés par les capacités de cette potion. Ils n'avaient pas envie de se prendre un pain dans la tête par quelqu'un qui a bu la potion. Alors Astérix, il savait ça, il avait calculé, donc vraiment le dessin animé veut mettre en avant l'intelligence de l'esprit français. C'est assez drôle, encore une fois, du bon chauvinisme. Donc le marchand de bœufs qui finalement a cette potion qui est un placebo frappe Astérix qui tombe comme une masse, et là en voyant ça les Romains se disent putain mais ça marche, c'est vraiment la potion, donc on va l'ingurgiter. Et cette potion c'est quoi en fait? C'est une lotion capillaire qui fait pousser la barbe, les moustaches et les cheveux très très vite, et donc en quelques heures tous les Romains se retrouvent avec des têtes de Gaulois. D'ailleurs ça leur fait tous une tête de druide. Vous savez que les Romains étaient très attachés à l'idée d'être glabres, et donc là ils sont complètement suffoqués par cette barbe qui pousse sans fin, et Panoramix leur fait croire que c'est à vie. Voilà, donc il leur dit voilà, maintenant vous êtes piégés, si vous voulez pas que votre barbe pousse de 5 cm par seconde jusqu'à la fin de vos jours, eh bien il faut me maintenir en vie pour que je vous donne un contre-poison, une contre-potion plus exactement. Alors le général qui est désespéré accepte.
Panoramix repart à la cueillette, et évidemment cette fois il prend la contre-potion pour guérir les Romains et en même temps de quoi faire un petit peu de potion magique pour Astérix. Il revient, là il y a peut-être, si vous avez vu le film récemment ou si vous vous en rappelez, il y a peut-être une absurdité un peu, c'est que il faut rester crédible même dans le cadre d'un dessin animé. Astérix et Panoramix demandent à préparer la potion dans le calme et sous les yeux de personne. Bon là c'est pas très crédible parce qu'évidemment on voit pas trop pourquoi les Romains leur feraient confiance à ce niveau-là. Mais on va dire que comme ils ont de la barbe jusque dans le fond de la gorge et des cheveux qui arrivent à leurs orteils, bon ils laissent faire un peu dans la panique et Panoramix et Astérix préparent ces deux potions tranquillement en se mettant d'accord. Astérix boit une partie de la potion qui est la vraie potion et qui le rend fort, ça marche tout de suite. Panoramix prépare l'antidote pour soigner les Romains, pour qu'ils soient contents et que leur barbe ne pousse plus. Alors voilà, c'est fait. Astérix est à nouveau le grand Astérix capable de casser un Romain comme une biscotte. Ils sortent, ils donnent la potion, l'antidote aux Romains qui se précipitent encore dessus. Encore une fois, dans le dessin animé, ils animalisent complètement la personnalité des Romains. On a l'impression que c'est des animaux sans cœur et assez bébêtes. Mais bon, ils ingurgitent tout ça, et une fois qu'il est guéri, aucune gratitude, Caius Bonus demande à ses soldats de foncer sur Astérix et Panoramix pour les anéantir. Finalement, il s'est résolu à ne pas connaître la recette de la vraie potion, il a compris que Panoramix ne le donnerait jamais, et donc il s'est dit, on va s'en débarrasser. Et on va pas plus loin que ça, on parle pas de mort encore une fois. Mais comme je l'ai dit, Astérix avait pris la potion, donc du coup, il en fait qu'une bouchée, il les démonte un par un, et ensuite avec Panoramix ils prennent la fuite. Et là, Deus ex machina, comme on dit, ceux qui ne connaissent pas l'expression, cherchez-la sur Google. J'aime bien cette expression. Deus ex machina, ils sortent du camp romain et ils tombent sur quoi? Des dizaines et dizaines, des centaines même de légions romaines. En fait, Jules César a fait le déplacement jusqu'à ce camp. Je sais pas, il y a peut-être des espions qui lui ont dit qu'il se passait des choses un peu étranges. Et il demande à parler à Caius Bonus pour savoir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on a fait de ce village, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, quoi. Alors voilà, Caius est impressionné, c'est quand même Jules César. On sait qu'il a fomenté contre lui, hein. Il voulait avoir la recette de la potion pour se débarrasser de César. Et donc, il dit à César, j'ai un problème avec ces Gaulois, hein, ces irréductibles Gaulois là qui nous résistent. Ils sont deux, mais ils nous mettent tous à l'amende. Alors César dit, mais montrez-les-moi ces deux Gaulois là qui vous mettent, qui vous font la misère. C'est quand même pas deux Gaulois qui peuvent niquer tous ces Romains. Et il les voit, et en fait, encore une fois, la ruse et la roublardise d'Astérix le tire d'affaire parce que il dit à César, oui, bonjour monsieur César, je tiens à vous dire que votre général, Caius Bonus, il avait un plan, c'était de prendre votre place. Il voulait connaître la recette de notre potion et grâce à ça, prendre le pouvoir sur Rome et sur vous. Alors là, oui, je sais pas si c'est encore une fois, si c'est crédible ou si simplement il s'agit d'une époque où quand un homme vous rendait service, eh bien vous lui rendiez service également. Mais César, satisfait d'avoir cette information et donc de pouvoir se protéger de ce coup d'État, eh bien en fait, il envoie Caius Bonus se faire voir en Mongolie, voilà, il le tue pas encore une fois, il s'agit pas de mort, il l'envoie simplement à l'autre bout du monde pour en être débarrassé et ne plus se faire putcher par lui. Et d'un autre côté, il offre un répit à Astérix, il dit voilà, vu que tu m'as finalement empêché d'être renversé et de perdre mon pouvoir, je te laisse rentrer avec Panoramix dans ton village, mais tu ne peux rien pour attendre. Voilà, ça donne lieu. Le but c'est de créer les conditions d'une suite. Donc il y a cette espèce de sursis qui est accordé parce que l'information qu'a donnée Astérix a sauvé César. Il lui accorde donc un petit répit et de la liberté en guise de remerciement. Alors comment finit tout ça? Parce que finalement ça c'était des détails pour ceux qui ont la flemme de se retaper le film, mais qui voulaient simplement que je leur évoque par mes mots leurs souvenirs d'enfance. Bon, j'ai raconté toute l'histoire. Et tout ça se finit comment? C'est ça le plus important. Ça se finit en festin et en chanson entre amis, avec de la sarvoise et du sanglier.
pour compléter l'affaire. Voilà, c'était le plus important. C'est comme ça que s'amusent les Gaulois, c'est comme ça que s'amusent les Français. Lorsque Panoramix et Astérix rentrent au village, tout le monde est content de les retrouver, et donc c'est la teuf. C'est la teuf, voilà, qu'on retrouve tous les personnages dont j'ai parlé au début, qui célèbrent la joie d'être gaulois entre camarades. Donc en tout cas, je peux vous dire que ça m'a fait un plaisir fou de revoir ce film, non pas tant pour ses qualités, parce qu'aujourd'hui on a des films d'animation, je me souvenais pas à quel point c'était mal animé à l'époque. Hein. Souvent il y a les mêmes têtes qui sont mis, tous les légionnaires ont la même tête par exemple, on voit que c'est des facilités de dessin. Quand les personnages ouvrent la bouche, il y a très peu de positions de bouche différentes. Enfin bon là, on parle des années 60, hein, c'est un film qui a 40-50 ans, c'est quand même important. Mais ça retranscrit l'atmosphère d'une époque, d'une France qui était encore la France, et j'irais même plus loin, d'une époque où la France n'avait pas honte d'être elle-même. Vous voyez, aujourd'hui, on ferait un dessin animé d'Astérix. Qui sait si chez les Gaulois, on ne trouverait pas un Gaulois noir? Vous pensez que j'exagère? Non, je ne crois pas. Quand on sait que le parc Astérix, parce que vous savez que maintenant, il y a un parc d'attractions qui est, je sais pas je crois que c'est dans le nord de la France, je sais plus exactement où c'est, ça n'a pas d'importance, mais ce parc d'attractions se base sur l'univers d'Astérix. Vous avez un peu des personnages d'Astérix partout dans ce parc. Pour faire la publicité de ce parc, depuis quelque temps, je vous assure que c'est vrai, je vous mettrai une image en ce sens, il y a des affiches dans Paris où on voit une femme noire et son enfant noir, africain donc, avec des petites moustaches de Gaulois. L'air de dire vous êtes les bienvenus également au parc Astérix. Bon, quand ce dessin animé a été produit, à la fin des années 60, on était encore dans une France normale. On considère que est français ce qui est français et n'est pas français ce qui ne l'est pas. Vous voyez ? Donc je parle de ce film parce que ça fait partie encore de ces produits culturels français relativement récents que vous pouvez montrer à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces, sans craindre qu'ils se fassent violer le cerveau avec des concepts ou des images nocives et anti-françaises. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce podcast sur Astérix, il n'y en a pas d'autre. On est retombé en enfance l'espace de 40 minutes. Excusez-moi si vous avez trouvé ça trivial ou sans intérêt. Des fois je tente des choses, hein, et puis ça passe ou ça casse. Je reviendrai la prochaine fois pour un autre film, peut-être plus sérieux. En attendant, je vous encourage de temps en temps, quand la vie vous semble trop morose ou trop brutale, eh bien vous administrez à dose homéopathique, hein, parce qu'on est des adultes, on a des choses importantes à faire. Mais bon, quand le moral est à zéro, vous pouvez consommer ce genre de produits culturels sains qui rappelleront votre jeunesse ou qui la feront découvrir à des jeunes gens qui aujourd'hui n'ont plus de référence. C'est-à-dire que moi, les dessins animés d'aujourd'hui, parfois je les regarde, je peux vous assurer que c'est pas être rétrograde, c'est pas être passéiste, que de préférer montrer à ses enfants ces animations-là plutôt que celles d'aujourd'hui. Hein. Alors, la 3D d'aujourd'hui, c'est pas encore quelque chose qui est très bien géré, donc souvent l'animation c'est sans âme en fait. On n'arrive pas, enfin moi je trouve que ce n'est pas émouvant, on n'arrive pas à rentrer dans le dessin animé, surtout dans ceux qu'on voit à la télévision qui sont mal produits. Et puis surtout dans le contenu, ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout aussi typiquement français que l'étaient ces œuvres-là de l'ancien temps. Et encore une fois, je le répète, je fais mon examen de conscience, je me remets en question, je me remets en cause, et je ne crois pas du tout que ça soit du passéisme, je crois pas du tout être un passéiste, simplement, vous le savez, la société a évolué, ça a été fait en 67, la date est finalement symboliquement importante, c'est avant la révolution mai 68, c'est un film d'un autre âge, à la fois très proche et très loin, où les valeurs françaises et l'esprit français étaient exaltés et mis en avant à sa juste valeur. Alors ça fait un putain de plaisir de voir ce genre de choses. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt. C'était Daniel Conversano pour Ciné Melon. À plus!